Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Ce soir, je veux d'abord penser à une famille de Nituri, quelque part autour de Bunia, qui hésitait encore hier à conduire un malade à l'hôpital, faute de pouvoir payer. À partir de ce week-end, elle n'aura plus à choisir entre les soins et la dépense. Le gouvernement a décrété la gratuité totale de la santé dans toute la province, le temps de l'épidémie d'Ebola. Une décision qui, derrière les chiffres, parle d'abord à ces foyers que la peur du coup retient loin des centres de santé. À vous qui nous écoutez de Bruxelles, où la communauté congolaise prépare déjà ses rendez-vous de la fin du mois. À vous de Toronto, qui veillez avec nous malgré le décalage. À vous d'Istanbul, entre deux continents, et jamais loin du pays. Ce journal est le vôtre autant que celui de Kinshasa. Vous êtes notre conscience à distance, et ce soir, elle compte double. Ce qui se joue ce soir tient en une question simple. Quand la nation parle, par la voix de ses églises, de ses soignants ou de ses provinces oubliées, qu'est-ce que l'État lui répond vraiment? Les évêques ont dit non au changement de la Constitution et le pouvoir a aussitôt riposté. Dans le Grand Bandundu, l'État remet 200 armes à son armée sans dire d'où elles venaient. Et à l'Est, face au virus, il choisit la gratuité plutôt que la contrainte. Alors voici ce que je vous propose de regarder en face ce soir. Un débat constitutionnel qui se durcit et déplace les lignes des camps. Des armes rendues qui en disent plus long que les discours. Et un virus que l'on combat par la confiance, dans des camps de déplacés où l'on meurt déjà. Restez avec nous. Ce que vous allez entendre, vous le porterez longtemps. Inside News FDC commence maintenant. Micheline. Hier soir, nous avons posé devant nos auditeurs le verdict des évêques, le nom de la Senko rendu au terme de 3 jours d'assemblée. Ce soir, ce n'est plus le verdict qui fait l'actualité, c'est ce qui l'a déclenché. En 24 heures, le pouvoir, une partie de l'opposition, des députés et même un groupe de militants devant l'archevêché, tout le monde a répondu. Tu as suivi cette journée des réactions heure par heure. Raconte-nous ce qu'elle dit de notre pays. Merci Soraya. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous suivent ce soir, au pays comme au-delà des frontières. Tout part d'un texte. Samedi 20 juin, la Conférence épiscopale nationale du Congo clôt son assemblée plénière extraordinaire et publie un message intitulé « La nation est en péril ». Le secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet, le lit devant la presse. La conclusion, vous la connaissez désormais. Ni nécessité, ni urgence, ni opportunité de changer la Constitution. Ce que je veux vous montrer ce soir, ce n'est pas ce nom, c'est la vitesse et la nature des réponses qu'il a provoquées. Première réponse, et elle a frappé tout le monde par son ton. Ce même samedi, devant les militants de son parti, le président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'en prend directement au prélat. Il lui dénie tout mandat pour parler au nom des Congolais. Et il ajoute cette phrase que je vous livre telle qu'elle a été prononcée, parce qu'elle dit quelque chose de la température du moment. Selon lui, Monseigneur Ncholet n'est même pas marié pour parler au nom de sa femme. Kabouya confirme dans la foulée que son corps poursuivra la révision, message d'église Outa. Et il faut s'arrêter une seconde sur ce qui se passe là. Le débat sur la Constitution oppose depuis des semaines des arguments de droit. L'article 220, le serment de l'article 74, la souveraineté du peuple de l'article 5. Ce sont des terrains où chacun peut défendre sa lecture. Mais viser la situation personnelle d'un évêque, c'est sortir du droit pour entrer dans autre chose. Et notre rédaction note que ce glissement vient du camp qui détient, lui, l'avantage institutionnel. Car, ne l'oublions pas, et c'est l'ancrage que je dois à l'honnêteté de ce dossier. Tout pouvoir dans ce pays, depuis les premières années de la République, a fini par se heurter à ce contre-pouvoir d'Église qui n'a ni armée ni budget. La Senko a pesé en 2016, elle a pesé en 2023. Le pouvoir d'aujourd'hui le sait, et c'est peut-être pour cela que la riposte est si vive. Deuxième réponse, plus posée mais tout aussi nette. Le député Olivier Kassanda Katwala, élu de la Lukunga et membre de la majorité, accorde un entretien dans lequel il reproche aux évêques de quitter le terrain pastoral pour faire de la politique.
Sa formule, c'est l'appel à rendre à César ce qui est à César. Sur le fond, il défend une thèse juridique précise. Le peuple est le constituant originaire. L'article 220 lie les pouvoirs constitués, mais pas le peuple lui-même. Donc lui refuser un référendum serait, selon ses mots, un acte contre la souveraineté populaire. C'est un argument sérieux, et je dois le présenter comme tel. Troisième réponse, et elle vient d'un endroit inattendu. Une partie de l'opposition dite républicaine, par la voix de Doli Mwanza, président de la NOJEC, se déclare favorable au processus référendaire. 20 ans après la promulgation de la loi fondamentale, dit-il, le pays a évolué et le peuple a le droit de réfléchir à son avenir institutionnel. Mwanza précise au passage que l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, aujourd'hui en prison, n'engage plus cette branche de l'opposition qu'il avait pourtant lui-même initiée. Soraya, je m'arrête un instant, parce qu'il y a là un nœud que je voudrais te soumettre avant de poursuivre. Vas-y, Micheline, parce que c'est exactement la question que je me pose en t'écoutant. Comment lire le fait que les évêques disent non, qu'une partie de l'opposition dise oui, et que le pouvoir réponde par l'attaque personnelle plutôt que par l'argument? Est-ce que les camps sont encore là où on les croyait? C'est tout le sens de cette journée. Les lignes bougent. Le débat n'oppose plus simplement la majorité à l'opposition. Il y a des oppositions qui rejoignent le oui, des voix de la majorité que la Senko dit réduite au silence par la peur, et une église qui se tient seule sur le non. Voilà pour les mots. Mais il y a eu ce même week-end un geste, et un geste pèse plus lourd qu'un discours. Samedi, toujours en fin de matinée, des militants se réclamant de la force du progrès, la branche de mobilisation de l'UDPS, occupent l'esplanade devant l'archevêché de Kinshasa. Selon le communiqué de la chancellerie, signé de l'abbé Clet Clay Mamvemba, ils veulent y installer des insignes du parti. Invités à partir, ils répondent par des injures et des menaces envers les autorités de l'Église. La police nationale intervient, le calme revient, aucun incident majeur. L'archidiocèse dénonce une provocation inacceptable et une atteinte à la sacralité des lieux de culte. Et c'est ici que je dois être précise, parce que deux lectures coexistent et qu'aucune n'est tranchée à cette heure. Dans son message, la Senko qualifie cette force du progrès de milice d'un parti politique, qui réprimerait les manifestations aux côtés de la police. L'archidiocèse, lui, parle plus prudemment de militants, sans qualifier leur statut. L'AFT indique n'avoir pas pu vérifier de façon indépendante la nature exacte de ce groupe, ni une éventuelle collaboration avec la police. Je vous livre donc les deux versions côte à côte, et je n'en valide aucune. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que des hommes ont occupé le parvis d'une église quelques heures après que cette église a dit non au pouvoir. Le calendrier, lui, n'a pas besoin d'être vérifié. Reste un point que je ne veux pas escamoter, par souci d'équilibre. Le député Michel Motomouima de l'UNC a affirmé hier que 9 députés de son parti sur 10 soutiennent le référendum, malgré le silence de leur chef Vital Kamerhe. Le camp du oui avance donc ses chiffres et sa détermination. Le débat est réel et la majorité n'a pas tort de rappeler que la Constitution prévoit elle-même sa propre révision. Toute la question est de savoir si ce moment et cette méthode sont les bons. Alors je vous laisse avec ceci. Les évêques n'ont qu'une force, celle de la conscience. Le pouvoir en a une autre, celle des moyens. Hier, devant un parvis d'église, ces deux forces se sont regardées en face. Reste à savoir laquelle, dans les semaines qui viennent, le pays aura choisi d'écouter. Merci Micheline. Retenons l'essentiel pour nos auditeurs. Les évêques ont dit non et la réponse du pouvoir n'a pas été un contre-argument. Elle a été une attaque, puis une occupation. Pendant que les uns débattent du droit du peuple à réviser sa loi fondamentale, d'autres choisissent d'aller planter des drapeaux devant une cathédrale. Ce contraste-là dit où en est notre conversation nationale. Et il nous conduit, sans transition douce, vers un autre lieu où les armes ont remplacé les mots depuis longtemps. Du débat constitutionnel à la question des armes, il n'y a qu'un fil,
et c'est celui de l'autorité de l'État sur son propre territoire. Hier, samedi, le gouvernement a organisé une cérémonie. Plus de 200 armes et munitions de guerre récupérées auprès des miliciens Mobondo, remises officiellement à l'armée. Des discours, des uniformes, des chiffres. Mais une question n'a pas été posée à la tribune, et c'est celle que notre rédaction, à travers le travail d'enquête de Sonia, a choisi de poser ce soir. Le fait d'abord, tel qu'il s'est déroulé. Samedi 20 juin 2026, le gouvernement remet aux forces armées de la République démocratique du Congo plus de 200 armes et munitions reprises au Mobondo. Le ministre délégué chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, salue la mission de paix que lui a confiée le chef de l'État pour le Grand Bandundu et Kinshasa. Le vice-premier ministre de la Défense, Guy Mwadiavita, reçoit l'arsenal et déclare que chaque arme récupérée, ce sont, je cite, une vie sauvée, une famille protégée, un village sécurisé. La formule est belle, elle est même juste, mais elle laisse une question entière. D'où venaient ces armes? Parce qu'il ne s'agit pas de machettes ni de fusils de chasse. On parle d'AK-47, de lance-roquettes, de grenades de guerre. Et ça, entre les mains d'une milice née d'un conflit foncier dans une province rurale, ça ne tombe pas du ciel. Revenons à l'origine parce qu'elle éclaire tout. Le phénomène Mobondo naît en juin 2022 à Kwamut, dans le Mayen-Dombe. Au départ, une querelle de redevances coutumières entre deux communautés, les Teke et les Yaka. Une histoire de terre. En 4 ans, cette histoire de terre a fait, selon les bilans disponibles, plus de 5000 morts, détruit la majorité des habitations dans les zones touchées et jeté plus de 280 000 personnes sur les routes. Dès janvier 2026, les FARDC ont cessé de parler de simples milices villageoises. Elles ont requalifié les Mobondo en groupe armé organisé à neutraliser. On ne requalifie pas un conflit de village en rébellion structurée sans raison. La raison, c'est précisément cet arsenal. Et là, il faut nommer ce que les communiqués taisent. Dès septembre 2024, le porte-parole de la 11e région militaire, le capitaine Anthony Mwalushayi, annonçait lui-même des opérations spéciales pour démanteler, je cite, les fournisseurs de logistique au Mobondo. Le mot est lâché. Fournisseurs. L'armée reconnaissait donc, il y a presque 2 ans, qu'il existait un circuit d'approvisionnement organisé. Des enquêtes ont été annoncées pour remonter ces filières. Leurs résultats n'ont jamais été rendus publics. Voilà un premier vide, et ce vide n'est pas un détail. C'est le cœur du dossier. Il y a aussi un nom qui revient. Fabrice Zombi Kadabioko, surnommé Roi Mini-Congo. Ancien militaire des forces d'intervention rapide de Kinshasa, chef coutumier Yaka et Soukou. Présenté d'abord comme médiateur nommé par le ministère de l'Intérieur, il a été arrêté en juillet 2025 pour avoir, selon l'accusation, tenté de fournir des armes au Mobondo. Un homme qui se présentait au pacificateur et qu'on soupçonne d'avoir alimenté le feu. L'issue de son procès, à ce jour, n'a pas été rendue publique. Deuxième vide. Et puis, il y a un troisième élément, le plus lourd politiquement, que je veux poser avec toute la prudence qu'il exige, parce que c'est un terrain où une affirmation mal pesée peut faire beaucoup de dégâts. Je m'en tiens donc strictement à ce qui est établi. Depuis février 2025, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba accuse publiquement l'ancien président Joseph Kabila d'être le financier des Mobondo. À Kikwit, le 5 mars 2025, il a déclaré, je cite, « Celui qui est derrière les Mobondo, c'est Kabila. J'ai toutes les preuves. » Il lie cette accusation à une stratégie de double front. Déstabiliser le pouvoir à l'ouest par les Mobondo, à l'est par l'AFC M23. Ces propos sont graves. Mais ce sont à ce jour des déclarations politiques faites dans des meetings par un membre du gouvernement. Aucune procédure judiciaire publique, aucun acte d'accusation formel, aucun rapport d'enquête indépendant n'est venu les confirmer ni les démentir. Et alors une question s'impose, que je pose sans y répondre. Si ces preuves existent depuis le passage de Jean-Pierre Bemba à la défense, pourquoi ne sont-elles pas devant un tribunal? Pourquoi aucune inculpation sur cette base?
Tant que ces preuves restent dans un discours et pas dans un dossier judiciaire, notre devoir est de les traiter comme une allégation. Lourde, mais une allégation. Alors disons-le simplement et reconnaissons d'abord ce qui est vrai. Oui, le gouvernement a remporté des résultats réels. La pacification a progressé. Des centaines de miliciens se sont rendus depuis janvier. Cela compte et nous le saluons. Mais une cérémonie de remise d'armes, c'est visible, photographiable, communicable en une après-midi. Une enquête sur les filières d'armement, c'est long, complexe et politiquement dangereux. Un groupe qui dépose des armes sans qu'on neutralise ceux qui le fournissent peut se réarmer demain. L'histoire de nos milices, des Maï-Maï au FDLR, répète cette leçon avec une constance qui devrait nous alerter. Le 20 juin, le pays a vu un succès d'image. Le succès de justice, lui, attend encore qu'on dise les noms. 200 armes rendues. C'est une bonne nouvelle pour les villages du Bandundu et je ne veux pas que cette enquête l'efface. Mais tant que personne ne dit qui a mis des lance-roquettes entre les mains d'une querelle de terre, la paix qu'on célèbre reste suspendue à un fil. La vérité des filières n'est pas un luxe de journaliste. C'est l'assurance que le calme d'aujourd'hui tiendra demain. Et cette même exigence de vérité, nous la retrouvons à l'Est sur un autre front, où ce n'est plus une arme qui tue, mais un virus. Adriana, depuis des semaines, tu suis pour nous cette 17e épidémie d'Ebola. Le bilan, nous le connaissons. Il est lourd, il est stable depuis le dernier comptage. Mais ce week-end a apporté deux faits qui se répondent. D'un côté, l'État qui ouvre grand les portes des hôpitaux de l'Ituri. De l'autre, les Nations Unies qui tirent la sonnette d'alarme sur les camps de Bunia. Explique-nous. Merci Soraya et bonsoir à vous tous. Le geste fort d'abord. Vendredi, à Bunia, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a annoncé la gratuité totale des soins de santé dans toute la province de l'Ituri pour toute la durée de l'épidémie. Et attention, ce n'est pas seulement pour Ebola, c'est pour toutes les maladies. Le raisonnement du ministre est clair. Si les soins sont gratuits, personne ne gardera un malade à la maison par peur de la facture. Et les gens arriveront tôt dans les structures. Or, dans cette épidémie, le retard à consulter, c'est ce qui tue et ce qui propage. Ce choix-là s'inscrit dans une ligne que le gouvernement tient depuis le début, et il faut le reconnaître. Plutôt que la contrainte, la confiance. Pas de confinement de Bunia, du dépistage gratuit, des soins gratuits et le pari de l'adhésion des communautés. C'est, sur le plan de la santé publique, le bon choix. Boucler une ville ne stoppe pas un virus. Ça pousse les malades à se cacher. Mais voici l'autre face, et elle est sombre. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, l'OCHA, alerte sur la dégradation des conditions de vie dans les camps de déplacés de l'Ituri. Plus de 270 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, s'en passent dans plus de 60 sites. Et les chiffres qui suivent, je vous les livre tels quels, parce qu'ils se passent de commentaires. Au moins 13 personnes sont mortes entre le 17 et le 18 juin dans 2 camps de Bunia. Depuis avril, au moins 62 décès ont été enregistrés dans les camps autour de la ville. Des équipes ont été envoyées en urgence pour déterminer si ces morts sont liées au virus. L'Ituri, à lui seul, concentre plus de 90% des cas confirmés du pays. Et puis, il y a ce qui ralentit tout, ce que je ne peux pas taire. À Butembo, au Nord Kivu, les équipes de riposte sont attaquées. La ministre provinciale de la Santé, Priska Luanda Kamala, a dénoncé ce samedi les violences contre les soignants et la destruction de structures sanitaires. Le centre de traitement de Katwa a déjà échappé à 2 tentatives d'incendie. Vendredi soir, une vidéo a circulé montrant des agents de la riposte pris à partie par des jeunes à Beni. Comprenez bien, pendant qu'on se bat contre un virus, on doit aussi se battre contre ceux qui s'en prennent à ceux qui soignent. Tout n'est pas noir, heureusement. Au Sud Kivu, plus aucun cas actif. Les 2 derniers malades ont été déclarés guéris le 16 juin. Et vendredi, à Kabaré, 2 survivants ont retrouvé leur communauté. La solidarité s'organise aussi. 2 tonnes de kits de protection sont arrivés à Kasindi, envoyés par la communauté d'Afrique de l'Est. Et l'Allemagne a débloqué 13 millions d'euros pour la riposte en RDC et en Ouganda. Alors gardons les 2 images ensemble.
Un État qui dit aux malades « Venez, c'est gratuit, n'ayez pas peur » et des camps où l'on meurt sans savoir encore exactement de quoi. La gratuité ouvre une porte. Reste à savoir si, dans les sites surpeuplés de Bunia, il restera quelqu'un en état de la franchir. Merci Adriana. La gratuité des soins en Ituri, c'est une décision juste et nous la saluons sans réserve. Mais elle court après une réalité qui galope plus vite qu'elle dans les camps. Voilà le défi de cette épidémie. Ce n'est plus seulement une affaire de médecine, c'est une affaire de confiance et de dignité. Restons un instant dans la gestion concrète de l'État. Mais quittons la santé pour la route. Du virus à la circulation, le lien, c'est l'organisation de l'État face au nombre. À l'Est, l'État affronte une épidémie. À Kinshasa, il affronte 1 200 000 véhicules. Et la manière dont il s'y prend pose une vraie question que notre rédaction a creusée à partir du travail d'enquête de Sonia. Parce que ce qu'elle a trouvé n'est pas dans les communiqués officiels. Le 19 juin, le ministre provincial des Transports de Kinshasa, Jesus Noen Sheke, accompagné du directeur général de la Régie de contrôle technique, a inspecté plusieurs centres agréés de la capitale, avant le lancement de la deuxième phase du contrôle technique. Sokiin à la Gombe, Colonne Motors, Mega Motors, le centre TSC à Limete, le centre de l'INPP. Objectif annoncé, vérifier la capacité d'accueil. Et ce contrôle concerne tout Kinshasa. Selon la Direction générale des impôts, la ville compte plus d'1 200 000 véhicules enregistrés. Et d'après une estimation de la Fédération des entreprises du Congo, publiée en 2024, moins de 30% respecteraient les règles du contrôle technique. Voilà le décor. Maintenant la question que personne ne pose. Pourquoi Kinshasa contrôle-t-elle ces véhicules par vagues qui saturent ses centres, alors que la loi qui encadre ce contrôle prévoyait, elle, un tout autre fonctionnement? Le système actuel, c'est l'appel général. On demande à tous les détenteurs de véhicules de se présenter dans la même fenêtre et le gouverneur fixe une date de bouclage. Résultat mécanique, l'engorgement. En novembre 2025 déjà, le ministre Sheke avait dû repousser le démarrage à cause de l'affluence. Ce n'était pas un accident. C'était le symptôme d'un système qui convoque tout le monde en même temps. Et pour un chauffeur de taxi, un conducteur de bus ou un motard Wewa, cette concentration a un prix direct. Lors de la campagne lancée fin septembre 2025, le contrôle coûtait entre 60 et 80 000 $ selon le type de véhicule. Dans un métier où la recette d'une journée se compte en quelques dizaines de milliers de francs congolais. À cela s'ajoute le temps perdu dans des centres saturés, donc des journées sans recette. Et voici le piège. Le code de la route prévoit pour un conducteur sans contrôle technique valide une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais. Quand le système force des dizaines de milliers de véhicules à passer dans la même fenêtre, l'embouteillage administratif devient lui-même une cause de mise en infraction pour ceux qui n'obtiennent pas de créneau à temps. Autrement dit, l'État sanctionne le citoyen pour un retard que l'organisation de l'État a elle-même créé. Or, écoutez bien ceci, parce que c'est le cœur du dossier. Le contrôle technique en RDC est régi par un arrêté ministériel de janvier 1998. Et selon une tribune juridique de l'avocat Marc Mawete, publiée par Le Potentiel en novembre 2025, ce cadre prévoit déjà des contrôles échelonnés selon l'âge du véhicule, calculés à partir de sa date de mise en circulation, et non un contrôle annuel universel et indifférencié. Autrement dit, un véhicule acheté en janvier repasse en janvier, à sa propre date. Le suivi individuel n'est pas une idée à importer. Il dort, selon cette lecture, dans notre droit national depuis plus d'un quart de siècle. Et tout ce mécanisme repose sur une seule pièce, invisible mais décisive, la base de données. La régie annonce vouloir moderniser le secteur, notamment avec les nouvelles vignettes sécurisées lancées le 29 avril 2026. Mais une vignette n'est qu'un autocollant sur un pare-brise. Ce qui fait tenir un système moderne, c'est le fichier derrière. Pour chaque véhicule, ce fichier enregistre la date de première mise en circulation, l'échéance du prochain contrôle,
est son statut, à jour ou en retard. Le système sait. L'automobiliste reçoit son échéance, se présente à sa date, et l'État dispose en permanence de la liste de ceux qui sont en règle et de ceux qui ne le sont pas. La police n'a alors plus besoin de boucler la ville. Il lui suffit d'interroger le fichier. Le contrôle devient ciblé parce que l'information existe avant le contrôle et non pendant. C'est exactement le modèle européen et il n'a rien d'exotique. En France, le premier contrôle intervient dans les 6 mois précédant le 4e anniversaire de la mise en circulation, puis tous les 2 ans, à la date propre de chaque véhicule. Personne n'est jamais convoqué en même temps, parce que la base de données répartit naturellement les passages sur toute l'année. La tribune de Mawete rappelle que la Belgique applique le même principe. Un premier contrôle à 4 ans, puis tous les 2 ans, comme le Luxembourg, comme l'Espagne, l'Italie, selon un rythme proche, le Maroc à 5 ans. Partout, le même socle visible, un registre national qui sait, véhicule par véhicule, qui doit passer et quand. C'est ce registre bien plus que la sévérité des amendes qui distingue un système qui régule d'un système qui rafle. Et ici, il faut situer le problème dans la durée, sans accuser un homme en particulier. Cet écart entre un texte qui existe depuis 1998 et une pratique qui l'ignore, ce n'est l'invention d'aucune équipe en particulier. C'est une habitude administrative installée de gouvernement en gouvernement et qui survit à chacun. La nommer, ce n'est désigner personne, c'est désigner une routine. Reste alors une question de moyens et c'est sans doute la plus parlante. Combien de centres pour combien de véhicules? La Belgique dispose de 78 stations pour traiter environ 4,5 millions de véhicules par an, soit une station pour près de 58 000 véhicules avec un débit étalé sur toute l'année. Rapporter ce ratio à Kinshasa et son 1,2 million de véhicules, une couverture comparable supposerait de l'ordre de 20 stations tournant en continu. Et davantage encore, car le parc quinois, plus ancien et plus dégradé, exige des contrôles plus longs. Ce chiffre n'est pas une norme légale, c'est une projection à partir de ce qui fonctionne ailleurs. Mais il situe l'écart. Car que compte Kinshasa aujourd'hui? Et là, les sources elles-mêmes divergent. Et cette divergence est déjà un signal. Le journal de Kinshasa fait état de 7 centres réellement en service. L'agence congolaise de presse évoquait en novembre 2025 18 centres agréés. 7 centres opérationnels pour 1,2 million de véhicules. C'est environ le tiers de ce qu'un système fluide réclamerait. Et l'écart entre le chiffre déclaré 18 et le chiffre actif, peut-être 7, c'est précisément ce qui sépare un communiqué d'une réalité de terrain. Cette arithmétique a un prolongement que personne ne mentionne. Chaque station, ce sont des inspecteurs, des techniciens, du personnel administratif, des emplois qualifiés et durables. Passer de 7 centres à la vingtaine qu'un suivi continu réclamerait, ce ne serait pas seulement régler la saturation, ce serait créer des centaines d'emplois stables dans un secteur que l'État cherche justement à sortir de l'informel. Le bouclage de masse, lui, ne crée aucun emploi. Il produit un pic de recettes et un embouteillage. L'investissement dans le réseau produit à l'inverse la fluidité, la sécurité et le travail. Et puisque nous parlons de recettes, posons une donnée à côté du silence officiel, sans verdict. La campagne de masse produit un pic d'argent concentré. Passage payant groupé entre 60 et 88 $. Amende de 50 000 à 100 000 francs lors du bouclage. Mise en fourrière. L'échéancier individuel, lui, étale ces mêmes recettes sur 12 mois et supprime l'effet de rafle. Les deux modèles ne rapportent pas de la même manière au même moment. Ce constat n'établit aucune intention et je me garde bien d'en prêter une. Il pose simplement, côte à côte, ce qu'un système de campagne permet d'encaisser vite et ce qu'un système continu lisse dans le temps. À chacun de mesurer lequel des deux sert d'abord la sécurité routière et lequel sert d'abord la trésorerie. Car, au bout du compte, l'enjeu n'est pas administratif, il se chiffre en vie. L'Organisation mondiale de la santé classe la République démocratique du Congo parmi les 10 pays africains au plus fort taux de mortalité routière, avec 33,7 décès pour 100 000 habitants
en 2023. Un contrôle qui fonctionne par à-coups, qui sature, puis relâche jusqu'à la campagne suivante. Laisse rouler entre deux vagues des véhicules dont plus personne ne vérifie l'état. Un fichier à jour, lui, ne relâche jamais. La méthode n'est donc pas un détail de gestion. Elle décide du nombre de véhicules dangereux qui circulent un jour ordinaire. Alors reste la question que ni le ministère ni la régie n'abordent. La régie revendique une traçabilité et déploie des vignettes sécurisées. Si cette traçabilité existe vraiment, le fichier qui permettrait l'échéancier individuel est à portée de main. Pourquoi, dans ce cas, maintenir la convocation générale plutôt que d'activer le suivi par date que la loi prévoit et que l'outil rend possible? Aucune communication officielle ne répond. Et ce silence est lui-même une information que notre rédaction note et que vous avez le droit d'interpréter. Pour résumer, l'affaire est limpide. La loi prévoit que chacun passe à sa date et l'administration préfère convoquer tout le monde le même mois, puis s'étonner de la saturation. Entre la file d'attente du quinoa, l'amende qu'il risque pour un retard qu'il n'a pas choisi et le fichier que l'État dit posséder, il y a un choix qui n'a jamais été expliqué devant les quinois. Place maintenant à ce que cette journée a produit ailleurs, en marge des grands titres. Daniela est avec nous pour en faire le tour. Daniela, à toi. Merci Soraya et bonsoir à toutes et à tous. Je commence là où nous avons laissé les armes. Car si le Grand Bordundu rend les siennes, le Nord Kivu, lui, en voit encore parler. Vendredi 19 juin, sur l'axe Izeya-Kilambo, en territoire de Walikale, des élèves finalistes qui se rendaient à leur centre d'examen d'État ont été dépouillés par des hommes armés, assimilés au Wazalendo. Argent, effets personnels, tout y est passé, avant qu'on les laisse repartir vers les épreuves. 2 jours plus tôt, des combats entre factions rivales du groupe Ururu RDC avaient déjà secoué la zone. Des enfants qui marchent vers un examen et qu'on dévalise sur la route, voilà l'image qui nous reste de l'insécurité ordinaire. De cette insécurité subie, passons à un pouvoir qui tente d'y répondre autrement. En Ituri, le nouveau gouverneur militaire, le général Gadi Kasongo Mulumba, a tendu la main vendredi à toutes les communautés, y compris aux groupes armés, pour un dialogue inclusif. Mais il a posé une ligne rouge. Si le dialogue est chaud, l'État imposera la paix par la force prévue par la loi. La main ouverte, donc, mais l'autre jamais loin de la garde. Et cette autorité qui se réorganise, on la retrouve dans un changement plus discret, mais durable. Au Nord Kivu, depuis vendredi, Kasindi Lobiriga devient commune rurale et Oicha accède au rang de ville. Un processus de décentralisation lancé en 2013 qui aura mis 13 ans à se concrétiser. 13 ans pour qu'un bourg de la frontière ougandaise ait enfin ses propres autorités. La patience de l'État dans ce pays se mesure en décennies. Reste à voir si cette autonomie nouvelle saura, elle, agir à la vitesse des besoins. De la décentralisation intérieure aux frontières du pays, le fil reste celui de la souveraineté. À la clôture de la session parlementaire, le 15 juin, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sangara, a livré une formule que je veux vous rapporter, car elle dit une vérité que ni la guerre ni la colère n'effacent. Le Rwanda doit comprendre que la géographie nous condamne à être voisins pour l'éternité. Condamnation ferme de l'agression, hommage au FRDC et au Wazalendo. Mais cette idée que la paix durable, un jour, devra se faire entre ces deux pays-là, qu'on le veuille ou non. Cette diplomatie de la dignité, on la retrouve plus au sud. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, en mission à Pretoria, a chargé l'ambassade congolaise de renforcer le partenariat avec l'Agence de développement de l'Union africaine, l'ODANEPAD, dont un bureau doit bientôt ouvrir à Kinshasa. Au passage, il a évoqué le sort de nos compatriotes victimes de xénophobie en Afrique du Sud, rappelant que lutter contre ce fléau est une responsabilité de tout le continent. Et puisque nous parlons de l'État qui cherche à exister jusque dans ses provinces les plus enclavées, terminons par le Sankuru. Le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a achevé vendredi sa mission à Lusambo. Constat sans détour.
une piste d'atterrissage limitée à 5 tonnes, un projet de réhabilitation à l'arrêt depuis 2015 et pas une seule banque dans toute la province pour payer les agents de l'État. Quand un chef-lieu de province n'a pas de banque en 2026, ce n'est pas un détail logistique. C'est la mesure exacte de la distance entre Kinshasa et les siens. De l'État absent dans les provinces à l'État interpellé dans la capitale, il n'y a qu'un pas. À partir du mercredi 24 juin, les médecins des services publics de Kinshasa entrent en grève. Le syndicat national des médecins, le SINAMED, dénonce le silence du gouvernement face à ces revendications. Format choisi, la polarisation des urgences. Les cas critiques et les banques de sang continueront, mais les consultations externes et les chirurgies programmées s'arrêtent. 8 structures seulement assureront les urgences dans la capitale. Pour le malade quinois, la semaine qui vient s'annonce difficile. Pendant que les médecins posent les blouses, les élèves, eux, prennent les stylos. L'examen d'État se tient du 22 au 25 juin sur tout le territoire. La ministre de l'Éducation, Raissa Malou, appelle les candidats à la sérénité et met en avant la digitalisation du processus, avec 4 nouveaux centres de scannage à Gemena, Kisangani, Butembo et Chikapa. Elle a salué l'acheminement des épreuves jusque dans les zones sous occupation, pour qu'aucun enfant ne soit privé de son droit à composer. Une école qui résiste à la guerre, c'est déjà une victoire. Et c'est sur cette idée de l'État qui doit tenir ses promesses que je referme ces brèves. Médecins en grève faute d'être entendus. Fonctionnaires du Sankuru payés sans banque. Enseignants de l'Est dont on parlait cette semaine pour leurs arriérés. À chaque fois, le même fil. Un État qui demande et des concitoyens qui attendent qu'il rende. La parole donnée dans ce pays vaut ce que vaut le jour où on la tient. Merci Daniela. Des routes du Walikale aux salles d'examen. Des médecins de Kinshasa aux fonctionnaires du Sankuru. C'est partout la même nation qui réclame de l'État ce qu'il a promis. Gardons cela en tête en refermant cette édition. Voilà où nous en sommes ce dimanche soir. Les évêques de la Senko ont dit non au changement de la Constitution. Et la réponse du pouvoir n'a pas été un argument, mais une attaque, celle d'Augustin Kabouya contre Monseigneur Mcholé, prolongée par l'occupation du parvis de l'archevêché de Kinshasa par des militants se réclamant de la force du progrès. Dans le Grand Bandundu, le gouvernement a remis plus de 200 armes de guerre à l'armée, sans jamais dire à la tribune qui avait fourni ces lance-roquettes à une milice née d'une querelle de terre, laissant entière l'accusation que Jean-Pierre Bemba porte contre Joseph Kabila depuis 2025. Une accusation toujours sans dossier judiciaire. Et à l'Est, le ministre Roger Kamba a décrété la gratuité totale des soins en Ituri, au moment même où l'OCHA recensait au moins 62 morts depuis avril dans les camps de déplacés de Bunia. Une pensée pour finir. Les évêques ont rappelé hier qu'ils tenaient en 2026 le même langage qu'en 2018, sous un autre pouvoir, un président élu pour 2 mandats ne peut en briguer un 3e. Et cela me ramène à une parole de Joseph Kizerbo, l'historien burkinabé, qui disait que l'on ne développe pas, on se développe. On pourrait en dire autant de la conscience d'une nation. Personne ne la lui donne du dehors. Aucun discours, aucune cérémonie, aucune main étrangère tendue ne la remplace. Elle se construit du dedans ou elle ne se construit pas. Ce que notre pays a entendu ce week-end, ce n'est pas seulement un nom d'évêque. C'est l'épreuve de sa propre capacité à s'écouter sans se déchirer. Nous nous retrouvons dès demain lundi et c'est Yolande qui vous informera pendant toute la semaine. Passez une bonne fin de week-end et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qu'il garde chacune et chacun d'entre vous au pays comme dans la diaspora. C'était Soraya pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.